Merci Jean-Loup, merci Manu. On va partir en Méditerranée orientale sur les côtes levantines et Fadi Nader, qui est chercheur à l'IFPEN, va nous parler d'enjeux scientifiques et industriels autour des recherches qu'il conduit avec toute une équipe dans la région. Oui, merci. Merci. Bon. Tout d'abord, je vous remercie chaleureusement pour m'avoir associé à cette journée. C'est en effet un très grand honneur pour moi d'être aujourd'hui ici et associé à cette journée à l'hommage de Jean Delcourt. Je ne l'ai pas connu, mais en vous écoutant, et je me sens proche de lui modestement du côté humain, puisque cette aventure du bassin levantin, ce qui sort de cette aventure pour moi, le plus important, c'est le développement de compétences, c'est une richesse de jeunes talents qui ont fait leur parcours et qui sont maintenant actifs que ce soit à l'industrie ou en recherche. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Ah oui, encore mieux. Donc, ma présentation, c'est en 5 étapes, si vous voulez. Une petite introduction, et puis une approche qu'on a construit, un peu de contexte géologique, un peu de résultats de ce genre de modèle intégré qu'on a fait avec les étudiants, et puis quelques conclusions. Donc, le bassin du Levant, ici, c'est la région délimitée par ce contour rouge, on va dire. C'est une région qui est devenue un peu intéressante il n'y a pas très longtemps par les grandes découvertes du gaz en offshore israélien au départ et puis après en Chypre aussi. Mais en regardant les grandes cartes, là je reviens un peu aux présentations de ce matin, eh bien, la région n'est pas très loin du pétrole ou du gaz parce qu'il y a le bassin de Palmyre, il y a surtout le golfe de Suez en bas qui n'est pas sur la carte ici mais qui est proche, et puis le Nil aussi, la région du Nil. Donc vous voyez, tous ces points sont des champs, que ce soit d'huile ou de gaz, et là c'est les nouveaux champs dans l'offshore israélien. Et d'ailleurs, il y a 2 champs, on peut revenir un peu. Le premier, c'est le champ de Tamar qui a fait la grande découverte. Et le deuxième, c'est un champ qui s'appelle Karish, c'est juste presque à la frontière et qui a donné des résultats assez intéressants. Maintenant, pourquoi cette région est aussi importante? C'est aussi, comme je vous ai dit, si je reviens un peu au Cleaning Curve depuis les années 50, bien sûr, le golfe de Suez, c'était le départ des découvertes. Et puis après, le Nil qui continue. Et bien, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, le bassin de Levant, les découvertes dans le bassin de Levant qui remontent à peu près 70 TCF de gaz et un peu d'huile, ou on va dire dans les 12,5 milliards de barils équivalents, ben ils ont rattrapé en fait les 2 provinces. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'intérêt, il y a moins de données, à part la sismique qui couvre presque toute la région, et ça devient un endroit idéal pour faire de la modélisation numérique où on peut montrer qu'il y a une valeur ajoutée. Donc la question principale, c'est que ou bien on a un cas comme le cas de Tamar, là c'est un peu c'est schématique, mais c'est à base de la sismique, comme le cas de Tamar où les réservoirs sont miocènes, c'est du grès, et puis on suppose que le gaz biogénique vient de l'Oligocène, ça c'est le cas de Tamar, ou bien le Karish où à partir aussi de la sismique, on voit très bien qu'il y a un lien ou qu'il y a des failles qui traversent peut-être un système thermogénique sous-jacent
et le système connu de l'oligomyocène, ce qui est prouvé par la découverte de fluides et de liquides, on va dire, avec le gaz de Karich. Et la question qui se pose, est-ce qu'on peut imaginer que ça, c'est quelque chose, c'est un système qu'on peut avoir ailleurs ou non? Et ça, c'est, du point de vue industriel, un des points de discussion actuels. Donc, en réalité, certainement, toutes les données géologiques de base sont les plus importants, les plus précieux, mais avec les nouvelles années, la sismique, et Jean-Loup l'a montré aussi, est devenu un outil phénoménal, surtout la sismique 3D, etc. Et la question qu'on se pose, c'est que si on a, par exemple, là, on revient au sud du Liban, qui est proche de la partie des découvertes en Israël, et si on a des lignes sismiques ou des cubes 3D qui montrent des données très, très précises, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on peut, à partir de ça et des études de base, on va dire, interpréter ce profil-là d'une manière déterministe et proposer un modèle pétrolier, un modèle, si vous voulez, même de géoressources, d'une manière générale, où on a tous les éléments d'une manière déterministe à partir des interprétations. Ou bien, est-ce qu'on préfère peut-être mieux ne pas avoir une solution unique, avoir des scénarios, être capable de faire des tests de ces scénarios-là? Et c'est là où la solution de la modélisation et d'une modélisation intégrée pour le moment, pourquoi pas dans le futur aussi couplé, que ce soit cette modélisation, vient. Et c'est comme ça que l'idée de ces projets-là a été conçue. Donc, on se base certainement sur les données et les résultats de terrain, que ce soit sur les roches riches en matière organique, comme les thèses de Boudaer et El-Haj, ou bien sur des études de croûte ou de modélisation de croûte, comme INATI. Et puis, on va faire de la stratigraphie dans la mentalité du source to sink, et aussi les modèles d'enfouissement, de thermicité, de déformation du bassin. Et finalement, si on fait beaucoup de scénarios, si on a tellement généré tellement de paramètres, bon, il faut quand même utiliser les incertitudes. Et l'objectif ici, spécifiquement dans ces séries de projets, c'est dérisquer l'exploration. Donc, pour ne pas passer beaucoup de temps, le workflow, c'est la modélisation stratigraphique, encore une fois, incluant la matière organique, puis les données chimiques, la géologie structurale, et produire des données de ces modèles stratigraphiques pour alimenter un modèle thermique, un modèle de bassin, et finir par de la modélisation, de l'analyse des incertitudes et de la probabilité. Donc, ceci nous a amené entre 2011 et 2019 avec à peu près 8 thèses dans notre groupe, pas que l'IFP, l'IFP, Sorbonne, enfin plein d'autres collègues, et 9 masters, 9 stages de master. Donc, le bassin du Levant, comme je vous ai dit, il est à l'intersection de 3 plaques, on va dire, tectoniques, la plaque africaine, la plaque arabe et l'Anatolie. Et certainement, ce bassin-là, il a enregistré toute l'historique de la géodynamique, depuis l'ouverture, depuis la création du bassin jusqu'à aujourd'hui. Ça se voit physiquement, on va dire physiographiquement sur les images satellites. Mais les éléments principaux dont je vais vous en parler, c'est surtout la marge est du bassin, donc qui est, on va dire, sur la limite de la plaque Afrique et la plaque arabe, et aussi la partie nord avec l'arc de Chypre qui est là, et puis le mont sous-marin d'Ératosthène. Ça, c'est un peu la zone dont je vais parler. Donc, la première question qui se posait, et c'est très important que ce soit pour la modélisation stratigraphique ou que pour la modélisation, on va dire,
de bassin, enfin des fluides, des migrations, des systèmes pétroliers, c'est de savoir est-ce qu'on a une croûte océanique ou est-ce qu'on a une croûte continentale. Quelle est en fait la configuration, on va dire, crustale et quelles sont les profondeurs? Parce que ça joue un rôle important, que ça soit dans la subsidence ou que ça soit dans la thermicité. Donc là, c'est des travaux qui ont été faits avant, donc ils ont été faits précisément dans la partie sud, mais dans tous les cas, ça donne des idées effectivement d'une croûte amincie. Et on va utiliser ces informations dans les travaux qu'on va faire après. La deuxième, c'est pas que la croûte elle-même et le dimensionnement, on va dire, de la croûte, mais aussi l'historique de la création du bassin jusqu'à la déformation, jusqu'à l'inversion. Donc là, effectivement, les travaux de Tétis, Péritétis et Meb et Darius sont très importants, sont très utiles, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre et positionner le bassin dans son historique. Donc, du coup, le bassin du Levant, on pense d'avoir une multiphase de rifting. Le break-up, c'est dans le Jurassique moyen, un peu supérieur, on va dire. Ça, c'est la zone d'étude du bassin. Et aussi, ça, c'est le bassin de Palmyre, le lien entre les deux parties des systèmes tessiens. Et puis après, il y aura la subduction et l'obduction de la croûte océanique qui va culminer avec la collision. Et quand on a la collision, alors on suppose que toute la plaque afro-arabe, elle a penché vers le nord, ce qui a fait venir d'immenses volumes de grès et de sédiments du continent vers le bassin. Et puis après, finalement, avec la séparation de l'Afrique de l'Arabie, avec la faille du Levant, on va couper quelque part, on va priver le bassin des sédiments provenant de la partie arabe, en fait. Et ça, c'est très important pour nous parce que c'est un peu l'idée de reconstruire d'où viennent les sédiments qui vont remplir ce bassin-là. Et aussi, dans ce temps-là, on va avoir le surlèvement des marges du bassin, que ce soit de l'Est ou bien même du Nord. Donc, on a eu beaucoup d'études à base des données sismiques, enfin, encore une fois, 3D sur l'offshore libanais et l'offshore chypriote. Ça, c'est le travail de Ramadan Galaini, qui, lui, il a cartographié avec la sismique toutes les failles et les structures dans l'offshore, et qui montre d'ailleurs dans cette image sud-nord, on va dire, ce profil-là, la migration du dépôt-centre du bassin vers le sud avec le système, on va dire la collision et le système de l'arc de Chypre, comme vous voyez ici. Et puis, dans le sud, là, ces deux structures, il y a ici une coupe qui montre ces failles qui sont très enracinées dans la partie profonde et même au-delà de la partie, on va dire, sédimentaire, de la pile sédimentaire, mais qui, comme j'ai montré avant le Karish, qui montre aussi une intersection de plusieurs systèmes, peut-être de plusieurs systèmes pétroliers. Donc, toutes ces informations sont importantes parce qu'on doit comprendre la structure du bassin, l'architecture du bassin et aussi l'historique pour faire ces modèles-là. Et si je m'en vais vers les marges est et les marges ouest, donc là, du côté libanais, donc comme même Israël, pareil, hein, c'est du côté de la marge orientale, nous avons une marge mésozoïque carbonate, donc jurassique, on va dire crétacé carbonate, et puis on a dans le bassin une série bien épaisse cénozoïque
avec ces fameux sédiments qui proviennent des continents afro-arabes jusqu'au Miocène. Voilà. Et donc, du coup, ce travail-là, avec Nicolas Haoui, nous a permis de faire un peu la stratigraphie onshore, mais aussi offshore dans la partie libanaise, et de connecter avec les données sismiques, que ce soit en offshore ou en onshore, avec la cartographie. Pardon. On a fait pareil du côté chypriote avec Nikolaos Papadimitriou et Vassilis Simeou. Pareil, ils ont travaillé sur la sédimentologie stratigraphie à base des données sismiques et du terrain, et aussi sur la partie structurale. Là, c'est la partie sédimentaux, et vous voyez ici, c'est la marge ouest, on va dire, avec le mont d'Eratosthène. Et ici, on voit également, pareil, les mêmes séries qui sont comme la partie orientale, avec une épaisseur assez importante du système cénozoïque oligo-miocène, qu'on voit aussi dans les logs, on va dire, stratigraphiques qu'il a composés. Donc ça, c'est juste quelques idées des données de base, on va dire, qu'on va utiliser pour les modèles. Lama Inati, elle a fait une genre d'intégration et d'inversion pour calculer la profondeur de Moho et du Lab, et pour aussi concrétiser, si vous voulez, ou utiliser les données qu'on avait sur le sud, mais sur la partie nord aussi, et faire un modèle sur la région entière avec un modèle crustal. Et aussi, ce qu'elle a fait, et ce que je ne montre pas ici, c'est qu'elle a montré quel serait l'impact sur, par exemple, l'historique de thermicité dans un modèle de bassin, ou, par exemple, les flux de chaleur qui sont très importants pour calculer les migrations de flux et des hydrocarbures. Nicolas, en 2013, lui, il a travaillé sur la partie stratigraphie, et là, ce qu'on a fait, c'est qu'il fallait... comme il n'y a pas de puits, comme il n'y a pas beaucoup de données, on va dire, robustes pour faire les modèles, donc il va falloir travailler sur la sismique, de faire des modèles conceptuels terre-mer et d'utiliser la sismique. Et là encore, un exemple parfait d'une sismique 3D où on voit le chenal avec les lobes, enfin tout le système entier, dans la partie juste au-dessous du Messinien. Pas. Oui, voilà. Donc ça, c'est la coupe là en rouge que vous voyez. C'est ce profil-là, et vous voyez le chenal qui est là. Et puis l'habillage, on va dire, de la série du profil sismique par les faciès sédimentologiques. Donc ceci nous permet aussi à faire des cartes d'environnement, des cartes simplifiées certes, mais qui vont être utiles pour construire le modèle stratigraphique. Bon, on a quelques puits, là c'est aussi un projet industriel où on a profité de quelques puits, des données de puits. Et après, là, je vous montre aussi une des cartes d'Eric avec le projet Darius, qui aussi nous est très utile parce que ça confirme un peu l'interprétation sismique. Et puis, là, pratiquement, ce qui est important, l'enjeu, c'est ce input de sédiments qui vient du nord, en fait. Parce qu'avant, tout ce qu'on pensait, c'est que les sédiments viennent du sud et qui remplissent le bassin. Et Nicolas, il a réussi à montrer que même numériquement, ça ne marchera pas. Il faut avoir un autre apport de sédiments qui vient du nord. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner après. Pour la modélisation stratigraphique, je me dépêche. Bon, il y a des données d'entrée importantes. Il faut savoir les profondeurs. Donc ça, c'est la sismique interprétée en profondeur pour avoir les limites d'horizon en profondeur. Il faut avoir une idée sur la subsidence. Et c'est là où la géodynamique joue un rôle important, parce que si on n'a pas bien compris l'historique de l'évolution de crustal, etc., on va avoir des difficultés pour faire ces cartes-là. Et puis le niveau marin, parce que c'est ces trois, on va dire, paramètres qui vont
l'épaisseur du sédiment qu'on peut sédimenter ou qu'on peut calculer. Après, pour le clastique, il faut décider d'où on ramène les sédiments et de combien de quantité. Donc là, c'est les scénarios qu'on joue avec. Et puis pour les carbonates, c'est des courbes de production de carbonate. Et en étoile, là, les étoiles montrent, à partir des études d'incertitude, loin après les modèles, quelles sont les entrées ou les paramètres qui sont les plus importants, qui vont impacter plus fortement les résultats. Et vous voyez que pour le bassin du Levant, c'est le input source qui est le plus important. Donc, du coup, ça devient des simulations. Donc, on simule la progradation des jurassiques, des carbonates jurassiques en bas, puis le grès de la base du Crétacé, etc., dans les séries aussi Crétacé avec les carbonates. Et puis, pour la partie cénozoïque, on arrive à simuler aussi les turbidites et les sédiments qui viennent du nord, comme je viens de préciser. Donc, ceci, c'est important de le caler, de montrer que ce n'est pas juste une simulation numérique, mais c'est une simulation numérique qui est bien ancrée avec l'interprétation de la sismique, qui est aussi bien ancrée dans le contexte géologique, comme vous voyez ici avec les grès de Tamar, qu'on a réussi à reproduire, mais aussi une entrée de sable de grès qui vient du nord. Avec de nouveaux développements, on peut, c'est comme si on colore les sédiments, en fait. On les trace. Donc, on peut tracer les sédiments et voir jusqu'où ils vont dans le bassin. Là, vous voyez l'apport des sédiments du nord, il descend jusqu'à la découverte d'Aphrodite en Chypre. Donc, ça, c'est à peu près au milieu du bassin. Donc, pour vous montrer que c'est quand même un apport assez important et il faut le prendre en considération. La deuxième chose aussi, c'est qu'on arrive aujourd'hui à simuler aussi le dépôt et l'accumulation de la matière organique, ce qui est très important, certainement pour les questions pétrolières. Et là, Samer Boudar, il a fait les premières, on va dire, simulations et l'étude des séries maastrichtiennes Campania maastrichtien riche en matière organique au Liban, dans le nord du Liban. Et Sébastien Gorman, après quelques années, il a réussi à faire le modèle stratigraphique de matière organique. Et vous voyez en vert, ça c'est les résultats du modèle et ça c'est les résultats des analyses chimiques du TOC. Donc ça colle très bien. Après, avec Sébastien, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, bon, si on fait une étude classique, un modèle classique de thermicité, de maturation de la matière organique, on va dire que dans ce coin-là, on va dire que dans cette région-là, on a un potentiel d'expulser, par exemple, de l'huile ou du gaz. Mais si on fait aussi la modélisation du dépôt de la matière organique, on va aussi dire là où on aura ces fameux roches-mères. Donc, il faut superposer les deux pour décider où on va avoir les meilleurs endroits. Et là, en haut, vous voyez la simulation de la matière organique, du dépôt de la matière organique, donc du système thermogénique, on va dire, qui est assez supérieur. Et là, en bas, vous voyez la maturation, pour aller vite, et vous voyez que la partie nord du Liban et du côté de Eratosthène, c'est la partie qui est la plus, on va dire, qui a subi des températures assez conséquentes pour produire du gaz, de l'huile et du gaz, alors que la partie sud, c'est moins, enfin les températures sont moindres. Mais il faut, là, les zones coloriées comme ça en hachuré, c'est là où il y a la matière organique, où on suppose qu'il y a de la matière organique. Donc, en fait, c'est là où il y a les deux que ça devient important. Voilà. Et du coup, après, finalement, on peut faire des simulations de migration de fluides et se pose des questions aussi géomécaniques parce que dans notre cas, là, bien sûr, on peut même calculer les volumétries, etc., comme dans les projets industriels. Mais la question scientifique plus intéressante que ça, c'est que si j'ai un système en orange ici, oligomyocène, désolé, j'arrive pas, oligomyocène ici qui est biogénique,
Et si j'ai un système plus bas qui est Crétacé supérieur thermogénique, que j'ai bien calculé, calé, etc., et ben, entre les deux, j'ai les marnes éocènes. Et la question qui se pose avec le modèle, avec les pressions, etc., les fluides, est-ce qu'on va casser cet intervalle? Et c'est les incertitudes qui vont nous aider à faire ça. Et ça, c'est une étude qu'on a fait après en montrant un indice de fracturation et qui montre finalement qu'on a de grandes possibilités de fracturer dans la partie sud. Et là, c'est l'évidence avec la sismique du champ de Karich. Donc voilà. Donc en conclusion, en fait, c'est une aventure avec plusieurs étudiants, plusieurs projets, plusieurs équipes. Et c'est le plus intéressant, c'est ça, c'est la partie humaine pour moi. Après, pour les questions un peu techniques ou scientifiques, j'espère que j'ai bien montré l'enjeu de faire des modèles intégrés, que ce soit de la partie cristal vers la partie bassin et qui sait peut-être vers la partie réservoir dans le futur. Mais là, c'était plutôt stratigraphique et thermicité de bassin. On a bien montré que dans la partie sud du Liban et nord d'Israël, c'est une partie beaucoup plus de gaz biogénique et que dans le nord, c'est la partie où on pourrait imaginer de l'huile et du gaz thermogénique et que cette fracturation des marnes est possible. Il faut maintenant voir comment creuser ce sujet de plus et que finalement, ce genre de travail intégré nécessite des études et des analyses d'incertitude. Voilà. Merci. Merci Fadi de nous avoir montré l'intérêt de ces approches de modélisation qui intègrent très largement, depuis la géophysique jusqu'au faciès, et de la modélisation qui va permettre aussi d'approcher les incertitudes. Il y a des questions dans la salle? Jean-Louis Rubier. Je veux juste faire un petit commentaire. C'est vrai qu'avec la carte que tu as montrée, où on voit les apports miocènes et messinien venant depuis le nord-est, mais je vais faire le vieux con, mais quand on revient aux travaux de Dubertret, et j'ai eu la chance d'aller voir les affleurements en Syrie, au nord de la Syrie, près d'Alep, on voit magnifiquement l'incision messinienne et l'oronte qui coule vers le nord. Ensuite, elle tourne vers l'est pour déboucher Antioche. Et le Pliocène, il est en non-lap contre les séries. Donc, Dubertret, sans savoir que la crise messinienne est un événement si important, il avait quand même déjà identifié le drainage de l'Oronte, donc en fait, qui part du sud vers le nord, puis tourne en angle droit pour revenir dans le bassin du Levant. Et les cartes maintenant de 3D confirment ce drainage. Oui, c'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. En fait, il ne faut pas du tout négliger le travail ancien et toutes ces informations qu'on a certainement beaucoup utilisées. Maintenant, la question qui nous incite, c'est beaucoup plus comment faire de ce travail-là un travail quantifié, un modèle, un outil sur lequel on utilise. Alors, je n'ai pas eu le temps de tout expliquer, mais par exemple, quand on a fait le modèle stratigraphique de remplissage du bassin, ces idées d'a priori, on les a utilisées pour montrer que ce n'est même pas possible de remplir le bassin sans avoir des apports qui viennent du nord. Et en plus, maintenant qu'on sait faire le tracking de ces sédiments, on peut même quantifier et qualifier ces sédiments-là au niveau du bassin avec leur potentiel pour les propriétés réservoirs.